falloir là aussi mettre les choses clairement sur la table avec ces associations. Ah bah oui, bien sûr. De toute façon, la France est victime de totalitarisme islamique depuis les années 2010. C'est-à-dire qu'on est victime d'attentats terroristes régulièrement, avec des pics en 2015, et les pics sont assez réguliers. Qu'importe ce qui a été dit, c'est qu'une victime est toujours une victime de trop. La question à se poser, c'est qui sont les menaces face à ce totalitarisme islamique et face aux défis du XXIe siècle. Il y a des menaces qui sont extérieures, il y a des menaces qui sont intérieures. C'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement des fautes migratoires, il y a des Français qui se radicalisent et qui passent à l'acte. Mais pour faire face aux ennemis de l'extérieur, parce qu'on aura toujours des ennemis de l'extérieur, on sait actuellement qu'à cause des voies migratoires, des organisations de type Daesh et des organisations islamiques essaient de faire passer des futurs terroristes sur le sol européen. Donc on aura vraisemblablement dans les années à venir, dans les mois à venir, des autres menaces terroristes. Or, face aux menaces terroristes, est-ce qu'on est capable de mettre en place des contrôles aux frontières pour bloquer ces nouveaux arrivants ? Voilà. Et sur le plan intérieur, le sujet essentiel, des choses ont été faites, mais pas suffisamment. Est-ce qu'on est capable de lutter contre la radicalisation et le terrorisme islamique de l'intérieur ? Les associations salafistes, les associations liées aux frères musulmans, les financements islamiques financés par les étrangers comme la Turquie, comme l'Arabie Saoudite, comme le Qatar, qui financent à l'intérieur de notre propre territoire des gens qui veulent développer l'islam politique pour nous détruire. C'est tout un logiciel, alors matériel bien évidemment, mais également humain, et des deux côtés. Oui, la difficulté essentielle pour Israël, c'est que c'est une démocratie. C'est-à-dire qu'ils sont pris au jeu du jeu politique, du jeu parlementaire, du contrôle parlementaire et surtout de l'opinion publique. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. D'une part parce qu'ils seront jugés par leur propre opinion publique et parce qu'ils seront jugés par l'opinion publique mondiale. Si par cas, vous avez trop de pertes civiles à Gaza, ils vont être jugés responsables d'un crime de guerre alors qu'ils ont été victimes eux-mêmes d'un crime de guerre et d'un crime contre l'humanité. Et pourtant, ils ont des règles qui s'appliquent à eux, qui ne s'appliquent pas au Hamas. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que vous avez à peu près 150 à 200 otages, si je ne me trompe pas. Imaginez qu'Israël envoie une offensive terrestre et perd plus de 1000 soldats pour sauver 150 otages. Benyamin Netanyahou va être jugé responsable d'un désastre. Et donc, il doit limiter les pertes terrestres, limiter les pertes humaines de son côté et sauver le maximum d'otages tout en faisant, dans le même temps, faire tuer le plus de gens possible dans le Hamas. Donc vous avez des objectifs qui sont plutôt contradictoires. Je pense que par rapport à ce qu'il dit et par rapport aux différents objectifs qui sont énoncés, il a 3 objectifs, mais dans cet ordre-là. Le premier, c'est d'assurer la protection du territoire d'Israël. Donc c'est pour ça qu'il a mobilisé autant de réservistes pour éviter un conflit dans le nord avec l'entrée du Hezbollah et l'entrée en guerre dans l'Iran, parce qu'il ne veut pas régionaliser le conflit et étendre dans une guerre sainte juifs contre musulmans avec les chiites qui rentreraient dans le conflit. Et donc pour ça, il ne faut pas qu'il entre trop fort à Gaza, parce que sinon l'Iran aura un motif pour entrer dans le conflit. Le deuxième point qu'il donne, c'est qu'il doit faire payer le Hamas. Donc d'où les bombardements préventifs, d'où les attaques de drones pour viser des objectifs militaires et faire payer le plus de cibles possible au Hamas d'un point de vue militaire, financier, infrastructure, etc. Et le troisième point, c'est la question des otages. Je pense, et Jean-Michel connaît la question mieux que moi, vraisemblablement, l'offensive terrestre est là pour ouvrir des couloirs pour qu'ensuite ce soit les forces spéciales israéliennes qui rentrent pour sauver le maximum d'otages. Mais l'objectif est dans l'ordre que je vous ai indiqué. Protéger le territoire israélien, faire payer le plus de morts possible au Hamas pour leur faire payer le crime de samedi pour qu'ils ne recommencent plus jamais avant très longtemps et ensuite après sauver les otages. Personne ne veut plus de ça, personne ne veut de ces alertes attentats, plus personne ne veut voir un professeur tué pour des raisons idéologiques à cause du terrorisme islamiste. Il va falloir changer quelque chose, actionner des leviers pour qu'effectivement tout cela n'arrive plus, et il faut dans ce sens-là essayer de faire unité. Est-ce que c'est possible ? Comment faire ? Il y a une première chose qui doit être dite déjà, c'est on peut éviter, on peut pas, il n'y aura pas de risque zéro. On ne peut pas éviter tous les attentats, c'est pas possible. On peut limiter le risque, et ça c'est les responsabilités du pouvoir politique, des autorités politiques, judiciaires et policières qui doivent faire en sorte de limiter le risque, mais on ne peut pas, notamment ce qui a été rappelé, on ne peut pas dire oui c'est la faute de tel responsable politique parce qu'il y aura un attentat. Non, il peut y avoir des responsabilités dans la chaîne de commandement, mais on ne peut pas dire que tous les politiques sont responsables de tous les attentats. Ils font le mieux. Non, ils font le mieux pour déjouer. Ils ont fait rentrer par la politique migratoire des dizaines, des centaines de milliers de personnes, dont une composante est une composante ennemie de la France. Quand on regarde le nombre d'attentats qui sont déjoués par les forces de sécurité, les forces de sécurité intérieures, la DGSI, la DGSE, c'est quand même impressionnant. C'est quoi les forces de sécurité ? Donc les forces de sécurité font leur maximum pour déjouer le maximum d'attentats. Le deuxième élément sur lequel il faut revenir, c'est que nous, depuis les attentats, notamment Mohamed Merah, on sommes face à un totalitarisme islamique qui fait face à l'extérieur de nos frontières et à l'intérieur de nos frontières. À l'extérieur de nos frontières, nous avons des ennemis qui financent à l'intérieur de l'Europe des organisations qui sont là pour nous détruire. Je parle de la Turquie, je parle de certains pays du Golfe, je parle de l'Iran, qui financent directement des cellules terroristes, des cellules d'islam politique qui sont là pour faire
peuvent et pour faire déjouer la civilisation européenne, occidentale et française. Donc, ils veulent nous démolir à travers le Burkini, à travers un ensemble de faisceaux dont le terrorisme fait partie. Et ensuite, après, sur le plan intérieur, on a laissé faire, notamment, on a créé nos propres faiblesses en laissant en place des recours pour les associations qui permettent de défendre certains profils qui ne devraient pas être en France. On a mis en place certains dispositifs qui sont là pour nous affaiblir plutôt que pour nous défendre. Alors qu'on fait face à des menaces terroristes qui sont de plus en plus importantes, de plus en plus individualisées, l'état de droit doit pouvoir être adapté pour pouvoir répondre face à ces menaces. Comment ça se fait que les perquisitions administratives ne sont pas facilitées? Comment ça se fait qu'on ne peut pas faire de perquisitions préventives? Comment ça se fait que par rapport au terrorisme, les forces de sécurité intérieure ne peuvent pas agir beaucoup plus librement? Et c'est pour ça qu'on doit limiter le risque, et je pense que c'est en prenant des mesures supplémentaires. Oui, il y a une unité, moi je suis pour l'unité, mais l'unité derrière des mesures et derrière une doctrine et une philosophie. Or, ce qui est énoncé depuis les différents attentats, on n'a pas l'impression qu'Emmanuel Macron a une doctrine claire pour lutter contre le terrorisme ou contre le radicalisme. Ces mesures qui ont été prises contre le séparatisme, qu'il appelle le séparatisme, n'ont pas été des grandes mesures qui permettent d'endiguer le fléau qui monte. Parce que lorsque vous parlez de loup solitaire, en fait, vous avez des gens qui croient à une nouvelle idéologie, donc le terrorisme islamique, et qui se convertissent à cette cause afin de porter atteinte contre la civilisation française pour détruire l'homme blanc civilisé, occidental et détruire son modèle et son art de vie à la française. C'est ça le sujet essentiel. Et donc, par rapport à cette défense d'art de vie, est-ce que le président de la République est capable de réunir toute la classe politique, tous les Français, autour de mesures qui sont claires, autour de la protection des frontières, autour de la dissolution des associations promouvant l'islam politique? Ça passerait par un référendum, du coup. Non, mais est-ce qu'il propose aussi de lutter contre les organisations extérieures qui veulent notre mort, notamment le Hamas et d'autres organisations terroristes et d'islam politique? Est-ce qu'il propose également une politique étrangère qui est cohérente et qui propose une sécurisation de notre espace intérieur? Est-ce qu'il propose une protection de l'espace européen, notamment de nos frontières qui sont communes? Si par cas il proposait ça, évidemment qu'il aurait l'unité. Mais comme il ne propose pas de mesures qui sont claires, il ne propose pas de cap qui va dans un certain sens, il ne propose même pas de récit national qui permet de faire cause commune, faire en sorte que chacun croit aux valeurs de la République et chacun est davantage attaché aux valeurs de la République qu'à des religions autres. Lorsque vous avez par exemple une grande partie des jeunes de nos compatriotes musulmans qui mettent la loi de la charia au-dessus de la République, vous avez un problème, notamment en termes d'enseignement et de risque potentiel de personnes qui se disent on va porter atteinte aux professeurs parce qu'ils ont porté atteinte à l'islam. C'est la personnalité même finalement d'Emmanuel Macron, c'est ce que vous nous dites, qui empêche cette unité. Sur l'état d'esprit, moi je suis parfaitement pour ce que dit Jean, mais je ne suis pas sûr que ça permet de lutter efficacement contre le terrorisme. Parce que de toute façon, ce qui a été rappelé précédemment, c'est qu'on a une atmosphère qui est négative et qui est propice au développement d'actes terroristes. On va avoir les JO 2024 qui vont rassembler beaucoup de gens, qui fait que la France va être une cible de choix. L'école et son enseignement laïque provoquent des tensions communautaires entre le modèle laïcaire français et une partie de la jeunesse radicalisée qui suit les principes de l'islam politique et qui pense que l'enseignement des professeurs n'est pas le bon et qui pense que la loi de la charia est au-dessus de la loi de la République, donc qui crée des tensions et qui alimente des cas comme Samuel Paty ou le cas que nous avons connu hier malheureusement à Arras. Et donc vous avez plusieurs cas comme ça qui créent et qui font en sorte que la France est une cible idéale pour les potentiels terroristes, qu'ils soient d'intérieur ou d'extérieur, et auquel il faut rajouter que la France a toujours soutenu Israël dans la région du Moyen-Orient, et en plus nous menons une politique qui est claire. Toujours soutenu Israël, en Afrique, nous menons une politique depuis les années 80 de lutte contre les islamistes, notamment en Afrique subsaharienne, qui fait que la France est une cible de choix pour beaucoup d'organisations terroristes, et donc qui peut faire en sorte que beaucoup de personnes se dirigent vers la France l'année prochaine. Est-ce que ce que dit Jean permet de réveiller un sursaut national et peut aller dans le bon sens? Pourquoi pas? Mais je pense que concrètement, je pense que concrètement, nous, ce qu'on doit faire, et par exemple, Michael Sadoun parlait d'Israël, est-ce qu'on ne doit pas davantage s'inspirer d'Israël dans la mesure où la France va être victime d'attaques terroristes de plus en plus récurrentes dans les années à venir? Est-ce qu'on ne doit pas adapter notre modèle dans les aéroports, dans la protection de nos frontières, dans les écoles, pour faire en sorte de pouvoir lutter contre les terroristes potentiels et éventuels, à la fois dans les écoles, dans les espaces publics? C'est quoi, à la vidéosurveillance, par exemple, très concrètement? Plus massive, et beaucoup de la réserve citoyenne, la réserve militaire, et également tout un système. Non, mais l'immigration, si vous ne réglez pas la question de l'immigration, vous pouvez mettre vos bras pour arrêter la mer, ça ne marchera pas. Réellement, si vous continuez, William T, vous avez parlé, si vous continuez d'admettre
un demi-million de personnes en plus sur le sol national qui viennent de cultures étrangères. Vous pourrez mettre les dispositifs sécuritaires que vous voulez, je vous le dis très sincèrement, parce que je pense qu'on a le même projet de société, vous et moi. Je pense que vous pouvez mettre les dispositifs sécuritaires que vous voudrez, ça ne servira à rien. Regardez cet homme-là, il était sous surveillance, il était fiché S depuis une semaine, il était dans le FSPRT, il faisait partie des individus certainement les plus surveillés en France. Il est quand même passé à l'acte. Ça n'est pas qu'une question de multiplier les dispositifs sécuritaires, c'est une question aussi de construire quelque chose de commun. Il y a une question de sécuritaire parce que vous avez des personnes qui sont en France et qui peuvent passer dans le terrorisme. On a connu ça depuis 10 ans. Bien sûr, c'est évidemment. Le cas. Deuxième point aussi, c'est qu'on a accueilli un demi-millier de réfugiés ukrainiens. On n'a pas eu de problème de tension communautaire. Donc voilà, donc il y a un autre problème. Parce qu'il n'y a pas de communauté. Il y a un problème de civilisation. Il y a une question d'immigration, mais surtout d'assimilation et du fait qu'il y a des tensions communautaires. C'est même pas l'assimilation. Je ne suis pas sûr que les Ukrainiens aient adhéré à Jeanne d'Arc. En tout cas, il y a un projet de loi